vous êtes des dépositaires de toute notre civilisation, de notre tradition, que ce soit orale, et tout. C'est ça. Mais vous êtes moqué. C'est quoi, il dit, tout ce que vous faites, il faut valoriser cette chose-là. Vous avez persévéré et aujourd'hui, vous avez valorisé la chose. Mais la valorisation passe à travers la tenue vestimentaire. Ce n'est pas parce que vous êtes muséologue que vous allez vous habiller comme les masques d'avant. Quand c'est comme ça, les gens... Mais c'est ça. On les remarque, les étudiants sont là. Souvent, nos procès de SVT, le procès d'histoire géo, comme ils sont procès d'histoire, ils s'habillent comme un homo sapiens. Quand c'est comme ça, les gens... Oui, ce n'est pas parce qu'on est professeur de philosophie et que toujours on est en quête de la sagesse et qu'on réfléchit beaucoup qu'on va refuser de se coiffer. Quand c'est comme ça, il faut donner une bonne image. Il faut que l'élève se dise, je veux ressembler à mon professeur. Même ça se voit, excusez-moi, les policiers, il y a des policiers même là. Comme il a fait 30 ans de service, lui même sa tenue, n'a même pas, t'as rien à voir pour les jeunes là. Mais quand c'est comme ça, tu me cibles, je ne m'arrête pas. Parce que je ne te sais pas. Donc, chacun de nous doit se reconnaître à travers nos musées. Il faut aller au musée. On envoie chaque fois nos enfants au zoo. Zoo est rempli, zoo. Vous allez faire voir des singes aux enfants chaque fois et arriver à la maison quand ils font des grimaces, quand ils voient des traits. Vous êtes étonnés. Non, il faut aller au musée. Chacun de nous se reconnaîtra à travers le musée. Tous les différents crânes qui sont ici, les crânes d'Olwo et le crâne de Brokani. Quand vous allez au musée, quand vous voyez dire, ah, c'est moi qui suis là, vous vous reconnaissez. Pourquoi chaque fois, excusez-moi, pourquoi chaque fois les Européens, quand ils viennent chez nous, c'est eux qui vont au musée? Pourquoi eux-mêmes, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes? Réfléchissons. Tout ça, même les matchs de football, les Européens, ils sont très malins. Quand ils vont dans le musée, ils connaissent mieux notre civilisation. Ils savent que Sylvain Bowo était un homo sapiens de gauche. Quand c'est comme ça, quand on joue, il met à droite et on prend les buts. Il faut aller au musée, c'est très important. Muséologue, bon, je n'ai aucune idée. Un muséologue, c'est une personne qui a pour exercice de travailler dans un musée et qui est chargée de gérer les activités de ce musée. Un muséologue, c'est quelqu'un qui travaille dans un musée. Ce sont des personnes qui travaillent dans le musée, formées pour travailler dans le musée. On peut parler aussi, parce que dans le musée, il y a plusieurs choses. Voilà, il peut y avoir des archivistes dans les musées. Voilà, il peut y avoir ceux aussi qui guident, ceux-là même qui viennent s'informer, si des œuvres d'art, si des anciennes choses, tout ça. Un muséologue, c'est celui qui étudie les œuvres dans les musées, qui a pour habitude d'étudier tout ce qui est tout dans les musées. Un muséologue, vraiment, et je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire un muséologue. Je ne connais même pas le sens du muséologue et je ne sais pas qu'est-ce que le muséologue veut dire. Un muséologue, je le rappelle, c'est un professionnel des musées qui a donc pour mission de conserver et valoriser notre patrimoine culturel. Alors, vous êtes là, c'est une définition, j'allais dire, un peu vague. Vous allez peut-être nous donner de plus amples informations sur ce sujet. Être muséologue, c'est avoir les pieds fortement enracinés, le tronc dans le vent et la tête dans l'air. C'est un artiste qui parle. Et la muséologie, le muséologue, c'est celui qui ne dort jamais lorsque vous dormez. C'est la mémoire du peuple, c'est la mémoire des civilisations. C'est celui-là même qui est chargé de rappeler à un peuple son parcours. C'est celui-là qui est en éveil pour que ce qui est l'essence de l'humain, de l'humanité, ne dorme jamais. Parce que lorsque dort l'humanité, c'est là que l'animalité prend le dessus. Nous sommes chargés donc de ça, c'est vraiment important ce que vous venez de dire. C'est profond. C'est profond. C'est profond parce que la civilisation, les musées conservent les valeurs, conservent tout ce qui est le témoin du génie de l'homme. Dans un musée, on parle de musées de civilisation, il peut y avoir des musées de l'air, il y a toutes sortes de musées. La typologie des musées est aussi vaste que le monde. Mais le muséologue est chargé de mettre en exergue la valeur intrinsèque de l'homme et de la civilisation dont il est porteur. Et vous, il faut dire que vous êtes diplômé en droit public de l'université de Bouaké. Alors, comment est-ce que vous êtes devenu muséologue? Je le confesse, je suis devenu muséologue par accident. Je le confesse. Je suis devenu muséologue par accident. Par accident. Parce que comme la plupart de mes concitoyens, on ne connaissait rien du musée. Et après avoir eu mes diplômes, la guerre de 2002 m'a fait précipitamment venir à Abidjan. Et donc là, dormant dans la cour commune de ma maman, il fallait rapidement trouver du travail. Donc le diplôme qu'on avait, la maîtrise en droit, on a passé les concours avec. J'ai cherché, j'ai passé des concours, mais c'était difficile. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait l'INSAC, et au sein de l'INSAC, il y avait l'EFAC,
où on pouvait passer des concours et que ce n'était pas très connu. Donc j'ai présenté le concours. Et la muséologie fait partie d'une famille d'emplois qu'on appelle les professionnels de l'action culturelle. Il y a 5 métiers. Il y a la muséologie, bien sûr, l'animation culturelle, l'archivistique, la documentation et la biotechnologie. De tous les 5 métiers, je ne connaissais pas la muséologie. Donc ça faisait chic d'être animateur culturel. Donc j'ai voulu être animateur culturel parce que je pensais que les animateurs culturels étaient les animateurs télé. Je vous dis que je vous envie beaucoup. Et donc c'est le DG de l'époque, M. Lago, qui, recevant les étudiants, a parlé longuement de la muséologie, qui était la science, qui est la mère des sciences de l'action culturelle. Et c'est comme ça que son discours m'a convaincu. Est-ce qu'il voyait en vous quelqu'un qui avait des dispositions pour pratiquer ce métier? Nous avons écouté, nous avons auditionné. Il a vu, parce que dans mon parcours, je suis né à Abidjan et je suis parti à 3 mois au village. On m'a forcé pour revenir en ville à 8 ans. Donc, j'ai l'âme d'un villageois. Mais le dire, ce n'est pas péjoratif. J'ai l'âme de quelqu'un qui a vécu dans la crème de nos traditions, qui a commencé à faire des contes à 5 ans. Ok. Donc déjà, j'étais déjà prédisposé à faire ce métier-là parce qu'il fallait aimer la culture, l'enracinement pour pouvoir faire ce métier. Et vos études ont duré combien de temps? Pour devenir muséologue, après le bac, on fait 2 ans à l'INSAC, à l'EFAC, l'école de formation à l'action culturelle. Moi, j'y suis entré avec la licence. Donc après ça, j'ai fait 2 ans. Et après les 2 ans, j'ai été mis à la disposition du ministère de la fonction publique, qui lui-même m'a mis à la disposition du ministère de la culture et de la francophonie, qui m'a affecté au Musée national du costume, avec pour mission de donner une vitalité à cette institution. Et au Musée national des costumes, vous y avez fait, on va dire, 10 ans. 10 ans. 10 ans de vie passionnante, 10 ans de vie, chaque fois avec de nouvelles expériences. J'ai connu des hommes que peut-être que si j'avais été magistrat, je n'allais jamais connaître. J'ai guidé en personne le premier ministre haïtien de l'époque, avec qui j'ai fait une visite mémorable, où on a tous les deux coulé des larmes parce qu'on est revenu aux sources de l'Africain. J'ai guidé l'ancien président Helmut Kohl et plein de personnes, des rois, plein de personnes. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un pays où je n'ai pas d'amis. Quand on parle de costumes, on se fait peut-être une idée, mais dans un musée de costumes, et précisément celui qui est à Abidjan, qu'est-ce qu'on y trouve? Non, le musée national du costume se trouve à Bassam. Celui d'Abidjan s'appelle le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Tout à fait. On y trouve tous les objets vraiment que vous pouvez imaginer, mais qui sont représentatifs de la culture ivoirienne. Vous pouvez trouver cette canne que j'ai là-bas, vous pouvez trouver des masques, vous pouvez trouver des costumes. Mais au musée du costume, c'est le seul musée spécialisé de Côte d'Ivoire. Là-bas, le ministre Bernard Dadier, le premier ministre des Affaires culturelles, a estimé que pour connaître l'homme, les Blancs disent que l'habit ne fait pas le moine. Mais ce n'est pas juste sous nos cieux. Donc le ministre Bernard Dadier a dit, pour identifier un guerrier, il faut regarder son chapeau. Pour identifier un BT, il faut regarder sa tenue. Donc chaque peuple pouvait être identifié. Mais au-delà de l'identification, le costume était le moyen le plus sûr de pouvoir rentrer dans l'intimité d'un peuple. Parce que le costume parle. Et moi, mon rôle au musée du costume, c'était de donner la bouche au costume, de faire parler le costume. Aujourd'hui, la façon dont je me suis habillé, ce n'est pas fortuit. Je suis habillé en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc on va vous appeler tout Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Là, Côte d'Ivoire, voilà. Il y a des gens qui s'appellent comme ça. Tout Côte d'Ivoire complet. Oui. Là, je suis dans les montagnes de Mans. Je suis dans les montagnes de Mans. Ce chapeau-là, qu'on appelle le flyer, le tissu qu'on appelle le flyer, représente l'âme de la culture Yakuba et Guéré. Ici, l'écharpe, je suis dans la sphère Akan. Cette écharpe-là est le cordon ombilical du peuple Akan de Côte d'Ivoire avec le peuple Ashanti du Ghana. C'est ça qui identifie. Avant, tout le monde n'avait pas le droit de porter cette tenue qu'on appelle le kente. Le kente qui vient de 2 mots. Kei, tei. Kei qui veut dire fil et tei qui veut dire peigne. Le mariage du peigne et du fil qui donne un peigne divin. Comment est-ce que vous êtes parvenu non seulement à convaincre votre entourage, et comment est-ce que il a été possible pour vous de surmonter les railleries? Il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle de ces moqueries dont vous faisiez l'objet auparavant. À l'université, je n'étais pas nul. J'étais même parmi les brillants. Ça se sent. Et donc, ça se sent dans votre mes amis trouvaient tellement absurde que quelqu'un puisse quitter la fac de droit
et se retrouver dans une salle où on surveille les masques. Et donc, de façon amicale, j'ai reçu beaucoup de moqueries. Mais ce qui me touchait le plus, c'était le mal que souvent mes parents avaient de dire quel métier j'ai fait. Parce que être le grand frère d'une famille de 24, on s'attend à ce que tu deviennes magistrat. Oui. On s'attend à ce que tu deviennes commissaire de police. Mais comment expliquer ma mère, comment expliquer à ses camarades du marché d'Abobo qui vendent poisson que leur enfant qui a eu bac et puis on a dansé au marché et surveille le masque. Vous venez aller au village, c'est quoi la problématique? Oui, laissez-le poursuivre un peu. Oui, allez-y. Donc, la première action, mon père c'est un intellectuel. Donc il a compris. Il a compris, mais même si son entourage se moquait sous cap de lui, pour dire ton premier fils sur lequel tu comptais, tu faisais bouche là. Voilà lui qui suivait le masque. Donc c'était quand même dire qu'il avait échoué. Ma mère, j'ai dû, la pauvre, partir avec elle à l'INSAC le jour de ma soutenance. Et là, j'ai été vraiment transcendé. J'ai fait une soutenance où j'ai eu pour ma promotion l'une des meilleures notes. J'ai été sorti major. Et ce jour-là, tous les professeurs, au lieu de me féliciter, sont allés féliciter ma mère. Et les moqueries ne se sont pas limitées à vous, hein? Non. Parce qu'il y a eu aussi l'étape de vos enfants. Oui, mes enfants, mon grand-fils, mon premier, un junior, il voulait même pas aller au musée parce que ses amis disaient, c'est pas ton papa qui, quand on va là, qui est gardien des statues là. Et mon deuxième fils, qui me suivait partout, qui s'appelle Angivan, lui, il aime bien le musée et il aimait bien les statuaires. Mais il aimait surtout voir l'attention que ses petits camarades m'accordaient lorsque je faisais des visites guidées. Quand lui il était là, il en restait une fierté. Et je vais raconter une anecdote. La RTI a fait un documentaire. Et ce documentaire a été le déclic pour les autres. Mais moi j'étais serré dans mon coin. Hein. Ce documentaire a été diffusé. Je pense que c'est le documentaire qui a été le plus diffusé sur la télévision ivoirienne, que je voudrais remercier ici. Et mon fils, un matin, à 7 h, va tambouriner à la porte de ma chambre. Papa, viens. Il dit, Jacques, viens. Allons au salon. On va, il dit, tu es en train de parler à la télévision. Et le temps de me rendre compte, il est sorti, il a amené toute sa bande d'enfants, et ils sont assis. Et il a imposé le silence. Le documentaire a duré 26 minutes, et pendant 26 minutes, les enfants n'ont pas bronché. Depuis ce temps, mon fils, quand il marche, il dit, c'est mon papa qui est là. Avec fierté, hein. Notre histoire culturelle, les trésors de notre patrimoine, tout ça est regardé en général par notre génération comme désuet, démodé, rempli de poussière. Comment est-ce que vous, dans votre rôle, dans votre métier, vous arrivez à corriger ce regard et donner envie aux jeunes de visiter les musées et surtout de s'approprier les racines de leur... En réalité, notre génération est une génération suspendue. Donc, moi, mon rôle, c'est de tirer les pieds de cette génération-là et de l'enraciner. Donc les railleries me passaient sur la peau parce que la meilleure façon de dire à quelqu'un qu'il a tort, c'est de lui prouver par A plus B, en démontrant que notre civilisation n'est pas du folklore, en démontrant que ce n'est pas du futile, en présentant des objets. Parce que l'objet, au-delà de l'objet, c'est toute une civilisation qu'on présente, qu'on met en valeur. C'est un peuple, c'est un vécu, c'est une philosophie. Sur le plan socio-politique, le plan socio-économique, qu'est-ce que le fait de pouvoir visiter un musée peut apporter? Dans les musées, ne se trouvent pas des objets banals. C'est des objets qui nous permettent, comme je dis, de parler au peuple. Mais de ne pas parler au peuple seulement, de parler à l'âme du peuple. Aujourd'hui, quand vous partez, par exemple, au musée du costume, que je connais bien, on n'a pas besoin de montrer que chaque Ivoirien est spécial. On n'a pas besoin de montrer que chaque peuple est spécial parce qu'il y a des objets qui permettent de faire ressortir la profondeur des civilisations ivoiriennes. Je vais vous prendre un tout petit exemple. À Abidjan, quand on évoque le terme Woloso, beaucoup pensent que la Woloso, c'est la dévergondée. Mais c'est ça. Mais c'est une mauvaise lecture qui a été faite. La Woloso, un pays Maouka, un pays Koulango, un pays Bron, est la dépositaire de tout ce qu'on appelle tout ce qui a trait au sexe, à la sexologie. Tout ce qui a trait au sexe, à la sexologie, mais aux valeurs. Ici, on dit la Woloso doit donner de l'éthique à la femme. Se marier n'est pas une chose aisée. Il faut avoir un apprentissage. Une certaine éducation. La Woloso commence l'éducation de la jeune fille dès le bas âge. Dès que la jeune fille a eu sa puberté,
la Woloso commence à la former à sa future vie de femme. Et là, c'est une formation complète. Et la Woloso, c'est une femme qui est aguerrie dans la gestion du foyer. Parce que dans la gestion du foyer, il y a 3 éléments. Gérer l'homme, gérer les enfants, mais surtout gérer l'entourage de l'homme. Donc la Woloso est chargée. Donc, en conclusion, si je m'en tiens à ce que vous êtes en train de dire, le fait de pouvoir visiter les musées nous connecte à notre histoire, nous permet de nous connaître nous-mêmes et nous permet aussi de découvrir d'autres cultures et de connaître l'autre. Le muséologue, comme le professeur de l'action culturelle, est un enseignant. Tout à fait. Mais c'est un enseignant de masse, il n'a pas de classe. Caro, vous êtes mon élève. Si vous venez à mon école, je vous dirai par exemple comment vous habiller pour vous sentir bien sur le plateau. Parce que les couleurs sont parlantes. En Afrique, on ne s'habille pas n'importe comment. Vous avez vu cette canne-là, c'est une canne Krumen qui montre que dans la vie, on voit ici un serpent qui est en train de monter. On voit là un crocodile qui est en train de descendre. Philo, des deux qui est en danger. Un serpent et un crocodile là. Les deux ils vont se croiser. Oui. Qui est en danger? C'est le serpent qui est en danger parce que le crocodile est en train de descendre. Ok, Caroline, qui est en danger? Mais ce morceau de bois que vous considérez comme un morceau de bois est la sagesse. Le crocodile qui descend ne peut pas attaquer. Parce que le crocodile, pour attaquer, il prend appui sur sa queue. S'il prend appui sur sa queue, il s'écroule. Le serpent qui monte pour attaquer prend appui aussi sur son postérieur. S'il prend appui pour attaquer, il tombe. C'est dire quoi? Dans nos vies, dans nos bureaux, dans nos services, dans nos familles, il faut qu'on se mette volontairement en position de faiblesse pour vivre heureux. C'est-à-dire, il faut connaître la faiblesse de ta femme. Il faut que ta femme connaisse ta faiblesse. Et là, chacun va exploiter à fond la faiblesse de l'autre et ça fera que l'harmonie va régner. Si ta femme aime manger, que tu es au village, s'il y a une petite dispute, va au champ, ramène-lui ce qu'elle aime manger. Tu verras que... Donc, c'est-à-dire, en Afrique, aujourd'hui, on parle beaucoup, c'est pourquoi on commet beaucoup d'erreurs. En Afrique, on parle très peu, on parle par les objets qui nous entourent, par les costumes que nous portons. Celui qui a été formé pour être muséologue ne doit travailler qu'en musée. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres débouchés? Et puis, deuxièmement, est-ce que c'est un métier qui promet, un métier d'avenir? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a que, je pense, principalement 2 musées. Le musée spécialisé en costume de Bassam et le musée des civilisations du plateau. On en a d'autres, mais qui ne sont pas très connus, parce qu'à Bingerville aussi, on a un musée. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'utilisais l'expression principalement. Donc, alors, quand on a un contexte pareil et qu'on continue de former des muséologues, qu'est-ce qu'ils deviennent? Où vont-ils? Comment s'emploient-ils? Je dirais la suivi de notre société, la société ivoirienne, qui est une société de peuple mosaïque. C'est une grande mosaïque. On parle de 100 ethnies, mais nous, les muséologues, on dit que la Côte d'Ivoire a plus de 100 ethnies. Parce qu'il y a des ethnies qui ont été phagocytées par le jeu des puissances, des cultures, qui ont été phagocytées par d'autres peuples. Donc aujourd'hui, on a l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est plusieurs peuples, mais ça doit être un peuple. Et c'est les musées, c'est les muséologues qui doivent faire que cette unité-là, cette unité qui existe se réfasse à travers la connaissance des uns et des autres. C'est-à-dire, si le petit Baoulé va à Daloa et qu'il trouve un musée qui met en exergue la culture Bété, et que vice-versa, le petit Bété va à Boaké et qu'il voit la culture Baoulé, vous verrez qu'on va se connaître et en se connaissant, on va mieux se tolérer et les railleries vont s'arrêter. Parce que c'est l'intolérance. L'intolérance qui est fille de l'ignorance. Mais votre profil de carrière, je voulais savoir. Votre profil. Je vais la faire peut-être toute simple. Vous êtes formé pour travailler dans des musées ou dans d'autres espaces? En réalité, le muséologue il est un peu multitâche. Hein, le muséologue n'est pas formé pour être seulement dans un musée. D'accord. C'est la nuance que je devais faire. Le muséologue est un professionnel de l'action culturelle. Il peut être un guide aussi. Le muséologue, moi, ma spécialité, je suis guide conférencier de sites, monuments et musées. Donc, vous voyez là, sur cette image, je me retrouve sur les ruines de la première plateforme de café de cacao. Je suis dans un champ. J'ai traversé la lagune Abissu, 30 km, dans une pirogue, sans moteur. Et on est allé là-bas avec des touristes. Donc le muséologue, la vie, l'univers, même quand je regarde votre émission là, donnez-moi, moi j'ai fait le musée de cette vie. Vraiment. On en aura besoin.
Et nous savons tous que Grand Bassam est classé aujourd'hui patrimoine culturel, voilà, par l'UNESCO. Voilà. Est-ce que le muséologue a sa contribution donc, dans ce fait-là? Ceux qui ont fait que Grand Bassam a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est les professionnels de la scène culturelle. Parce que dans un musée, il y a ceux qui sont formés comme conservateurs de musées, mais il y a les archivistes et les autres corps de métier de la scène culturelle qui interviennent pour accomplir la mission. Donc c'est ceux-là qui ont fait que le musée Grand Bassam est le premier site culturel de Côte d'Ivoire qui est classé. Il faut faire vivre le tourisme local, c'est très important. Je dis que c'est ça, la Côte d'Ivoire est une véritable fibre touristique incontournable. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Il y a trop de sites. Quand vous allez au zoo, chaque fois quand un touriste vient, c'est au zoo. On doit faire un tour, c'est le pont des liens. Le zoo même est fatigué. L'éléphant même est fatigué là-bas. Vous allez le pont des liens, tout est en train. C'est-à-dire, tellement les gens y vont, les liens même, quand vous allez, les liens même sont comme ça. Les liens sont fatigués. Donc il faut aller dans les fins fonds, découvrir ces trucs. La Côte d'Ivoire, la basilique, tout ça c'est fatigué. Regardez, quand vous regardez cette canne-là. Non, tout ça là, c'est le tourisme. Regardez, quand vous voyez, voilà, le rat palmé, ça va rat. Qui est en danger? Qui est en danger? Comment vous pouvez raconter ça? Il faut aller, tout ça c'est rare, vous n'avez jamais vu. Bon, vous voyez elle-même en train de faire du tourisme même sur ce plateau. Ça veut dire que tout ce qui est là, elle n'a jamais vu. Voilà, j'étais en train de parler, toutes les réserves, vous allez à Daloa. À Daloa, quand vous allez, déjà, c'est pas trop connu, à Betitapia, il y a un village de singes. Oh, pardonnez, il y a un village, vous ne savez pas, il y a un village de singes, c'est des singes, je ne ris même pas, c'est des singes seulement qui sont là-bas. Quand vous y allez, c'est des singes. Voilà, même nos langues, nous avons des réserves linguistiques. Quand le guerrier parle et qu'il dit vous pensez que c'est une ambulance qui passe, mais c'est pas une ambulance, tout ça c'est le tourisme. Il faut aller. Le tourisme, c'est pas forcément les endroits qui sont bons. Vous voyez dans les fins fonds, vous avez fait des recherches, il y a des endroits, même ça dit même la laideur s'entretient. Quand vous entretenez, même le coin, même si c'est pas bon, quand vous l'entretenez, ça devient véritable. Ça devient un concept. Ça s'entretient. Vous allez toute beauté, vous allez à Ouassakara, tout près ici, à Yopougon. Vous avez un enfant qui se lève le matin, qui a de la teigne sur sa tête, mais ses parents ont créé l'esthéticité autour de cette teigne-là, on l'appelle teigno. Tout ça, c'est des trucs. À Yopougon, chez nous, on n'a pas besoin il y a Maroc à Yopougon, il y a Kenya à Yopougon, il y a Koweït à Yopougon, tout ça, c'est des sites touristiques. Vous pouvez y aller. Côte d'Ivoire que j'ai eu l'occasion de visiter, il y a Agoville, ça c'est chez moi, il y a Gagnoa, Boaké, Yamsokro, Korogo. Moi, je n'ai pas beaucoup visité de villes. J'ai visité Bassam, Abengoum et Boaké. Moi, j'ai visité Yamsokro, Boaké, Daloa, Toumoudi, Abidjan. Sur 100, j'en ai peut-être fait un truc de peut-être 20 à 25. J'ai fait Boaké, j'ai fait Daloa, j'ai fait Sikensi, j'ai fait Sassandra, j'ai fait San Pedro, Korogo, j'ai fait Taferi et Zegwa, qui est vers Ouangolo, la frontière du Mali. J'ai visité Yamsokro, Daloa, San Pedro, et puis ce nom-là, Boaflé, et puis Gagnoa. J'ai fait Yamsokro, j'ai fait Daloa, j'ai fait Séguéla, j'ai fait Vavois, et puis voilà, Abidjan. J'ai visité la ville de Touba, Boaké, Gagnoa, Issia, Ibogui, en tout cas, plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. C'est le Grand Nord que je n'ai pas encore visité. J'ai visité Daloa, Guibérois, Gagnoa, Boaké, voilà. Féké, mais il y a un peu longtemps. Je ne connais pas des villes, mais j'ai visité un ou deux. Bon, Yamsokro. Monsieur Konan, expliquez-nous, un ingénieur pétrole, c'est quoi les tâches qui lui sont assignées? Déjà, il faut dire que ingénieur pétrole, ça regroupe beaucoup de choses. D'accord. Donc ça va depuis la recherche pétrolière, la recherche des hydrocarbures. Quand on parle d'hydrocarbures, on parle de pétrole et de gaz et autres, tout ça. Donc depuis la recherche jusqu'à toute la chaîne de valorisation qui suit avec. Donc vous avez des ingénieurs pétrole qui vont travailler dans l'opérationnel, donc faire des opérations pour produire la matière première. Vous en avez d'autres qui seront dans des bureaux d'études, qui vont faire des études pour déterminer où se trouve cette matière première-là. Vous allez aussi trouver d'autres ingénieurs pétrole qui vont travailler dans des unités industrielles comme des raffineries, donc qui vont travailler à ce que le produit, la matière première soit raffinée en essence, gazoil ou même en bitume.
Voilà, donc c'est toute une panoplie de métiers. C'est une industrie carrément hein, qui est le terreau fertile de l'ingénieur pétrole. Mais particulièrement, je travaille dans l'exploration-production. Donc, je travaille pour la Société nationale ici d'exploration et de production de pétrole en Côte d'Ivoire. Et je suis plus, comme on dit, en bureau d'études. Comment vous est venue donc l'idée de faire du tourisme local? Pour nous, on considère que les vacances, c'est le moment de s'extraire de nos activités professionnelles habituelles et donc de se consacrer à autre chose. Cette autre chose-là devrait nous permettre de régénérer le corps, l'esprit, tout et tout. Donc, c'est le moment de participer à des activités ludiques, tout et tout. Donc, nous, particulièrement, chaque année, quand on prend des congés, on part en vacances. Quand vous dites nous, vous voulez parler de vous particulièrement et de votre famille? Oui, de moi et ma famille, voilà. Donc, on part en vacances, on choisit une destination. En général, les destinations, on les choisit à l'étranger parce que ça fait peut-être plus beau ou plus... Voilà. Mais l'idée de faire du tourisme, là, maintenant, ici en Côte d'Ivoire, est née du fait qu'un soir, à table, on se posait la question de savoir où est-ce qu'on irait passer les vacances la prochaine fois. Et je me suis rendu compte que dans l'exercice de mon métier, j'ai connu plutôt plus de villes aux États-Unis que j'en connais en Côte d'Ivoire. Et je trouvais ça un peu anormal. Alors donc, je me suis juste posé la question de savoir qu'est-ce qu'il se passerait si un Américain ou un Français me posait la question de est-ce que tu connais Man, est-ce que tu connais Katoula, Korogo? Bon, ça allait être vraiment une colle et ça risquait d'être risible. Voilà, donc on a voulu corriger ça. D'accord. Du coup, on a décidé, bon, cette année, on reste au pays, on va essayer de connaître les villes qu'on ne connaît pas. Alors, comment se fait donc la sélection des villes que vous allez découvrir? Alors, le premier critère, c'est d'abord le fait qu'on ne connaisse pas la ville. Parce que ça ne sert à rien de retourner dans des villes qu'on connaît. Voilà, donc l'envie de découvrir de nouvelles choses. Donc d'abord, des villes qu'on ne connaît pas, de grandes villes qu'on ne connaît pas. Ensuite, à côté de l'envie de découvrir de nouvelles choses, il y a aussi l'aspect sécurité. Parce que est-ce que c'est une ville accessible? Est-ce qu'on peut y aller par la route correctement? Est-ce que la voie est sécurisée? Est-ce que c'est sécurisé d'être dans cette localité? Donc, à côté de l'envie de découvrir, il y avait aussi les aspects sécurité et accessibilité des localités. Là, vous nous donnez en même temps quelques précautions à prendre avant de voyager, c'est cela? Bien sûr. Il faut pouvoir s'informer sur la cartographie, sur l'environnement, sur tout ce dont on aura besoin donc, pour effectuer les différents voyages. Et le voyage s'effectue comment finalement? Vous dites bien Par quels moyens? Vous faites bien de dire qu'il faut prendre des précautions parce qu'aller en vacances, c'est quand même un projet. Hein, il ne faut pas se lever le lundi et dire que je vais en vacances le mardi. Hein, vous allez, quel que soit votre foi. Voilà, vous allez identifier votre itinéraire, faire même un budget. C'est cela. Voilà. Donc, voilà, vous préparez votre voyage. Vous essayez de voir est-ce qu'il y a des opportunités à saisir. Je veux dire... est-ce que je pourrais avoir un hôtel où dormir? Est-ce que vraiment j'aurai un peu d'argent pour faire des achats, tout et tout? Mais là, pour revenir à votre question, nous sommes allés par la voie terrestre, en voiture personnelle. De toutes les façons, on n'avait pas le choix. On ne pouvait même pas aller on peut pas y aller en avion, ça ne serait même pas intéressant puisqu'il va vous falloir atterrir à un aéroport. La plupart des aéroports de nos villes ici sont éloignés de la ville. C'est cela. Voilà, donc vous allez atterrir et puis faire une location de véhicule, ce qui n'est pas très courant dans les villes de l'intérieur. Vous n'allez pas déguster la ville, en fait. Il faut dire que le périple a duré 2 semaines. C'est ça. Et en 2 semaines, vous avez visité Daloa, Diokwe, Logwale, Man, Séguéla, Bundiali, Korogo, Sinematiali, Ferke, Katoula, Mbayakro et Daokro. Waouh! C'était un merveilleux périple. Visitez donc chaque ville à travers vous. Ouais. Alors, Daloa, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, Daloa, la première chose qui me marque, c'est en allant à Daloa, on se rend compte très vite que les dénominations des localités, des villages, prennent une certaine... Enfin, il y a une certaine logique dans la dénomination. Vous allez dans des Zoukougbeux, et ça m'a fait rappeler la chanson de l'époque des Zouglous,
qui disait que dans chaque ville, voilà, il y avait des... Et donc, vous voyez, vous traversez un Zoukoubé, le prochain village se termine par Boué aussi, ainsi de suite. Voilà, et finalement, on arrive à Daloa en passant par Boisflé. Une belle ville, Daloa. Parce que quand vous arrivez à Daloa, la première chose qui vous frappe, c'est le fait que la ville est très bien tracée. Vous avez des rues très, très bien tracées. Le GPS que vous avez, il ne va pas vous trahir, ça sera vraiment fidèle. Et vraiment, le traçage, la propriété de la ville de Daloa, je vais dire, m'a beaucoup impressionné. Alors, pour Daloa, on ne s'est pas attardé parce que la plupart des sites touristiques ne sont pas dans la ville. C'est plutôt dans des villages à proximité. Et on n'avait pas suffisamment de certitude qu'on avait la sécurité dans ces endroits-là. Donc, nous ne sommes pas allés dans ces coins-là. Cependant, nous sommes restés en ville, au centre artisanal, où il y a des artisans qui travaillent le cuir. Et je vous assure que c'est fabuleux. Les gens font du cuir tout ce qu'ils veulent. Des très beaux sacs, des très belles ceintures, de très beaux porte-monnaies. Enfin, vraiment, ils travaillent le cuir à merveille. Et ça, c'est des choses à aller voir. À Mans? Bien, Mans, comme vous savez, tout le monde le dit, Mans, c'est un camouflé, c'est un tsunami de beauté naturelle. Oui, Mans, c'est vraiment un tsunami de beauté naturelle. Malheureusement, tous ces atouts-là ne sont pas suffisamment valorisés. Mais à Mans, quand vous arrivez, déjà... Mais si votre ami américain vous demandait comment est Mans, vous n'allez pas dire ces côtés négatifs-là? Non, pas du tout. Parce que même quand vous allez en tourisme, soit aux États-Unis ou en France, vous voyez des mauvaises choses. C'est clair. Des choses qui ne sont pas très belles. Mais bon, c'est pas ce que vous retenez le plus. Vous voyez des gens dormir dans les métros, vous voyez des... Enfin, il y a d'autres endroits qui ne sont pas salubres aussi en Europe. Alors désormais, il vous pose la question, qu'est-ce que vous lui dites de Mans? Ben, je lui dis, écoute, tu arrives à Mans, déjà, tu n'as pas besoin de split. Parce que le vent, l'air frais contourne les poils de ta peau. J'adore. Oui. J'adore cette couverture. Parce que, vous voyez, les manoirs disent qu'il y a 18 montagnes. Je pense qu'il y en a un peu plus. Hein. Mais derrière chaque montagne que vous voyez à Mans, il y a un village, il y a un quartier. Et les gens construisent sur les montagnes et l'air est tellement frais le soir. Que je ne suis pas sûr que vous ayez besoin d'autres accessoires pour vous. Mais ce n'est pas encore ça le plus beau. Le truc, c'est que vous avez l'impression que les montagnes ont été disposées par quelqu'un. Tant dans la structuration, c'est beau. Quand vous arrivez, par exemple, aux cascades, là, c'est le summum de la beauté. Beauté sonore, parce que quand vous entendez le bruit de l'eau qui descend, déjà quand vous allez à Bassam, le bruit de la mer, ça vous inspire. C'est cela. Ça, multipliez ça par 5, vous trouverez le plaisir que ça procure d'écouter les cascades entre les bambous et tout ça. C'est fabuleux. Qu'est-ce qu'elles disent, les cascades? Ben, écoutez, les cascades nous disent que l'eau vient de quelque part, que c'est Dieu qui donne, et que ça vient avec toute la fraîcheur qui devrait pouvoir apaiser les différents cœurs et qui devrait pouvoir nous donner la joie que vous essayez de faire véhiculer sur votre podium. Merci. Je me rends compte que l'ingénieur en pétrole est aussi un artiste. Bon, je n'ai pas voulu me priver de l'opportunité d'avoir les pieds dans l'eau de la cascade et c'est d'une fraîcheur indescriptible. Vous avez l'impression que toute la fatigue que vous avez accumulée se dissipe petit à petit jusqu'à ce que... Là, c'est une photo, j'ai les pieds comme ça dans l'eau de la cascade. Vous sentez le bonheur, vous voyez. Ce que vous nous racontez là, c'est très beau, c'est magnifique, vous arrivez à nous faire voyager. Mais je pense que le problème des Ivoiriens, je pense que ce n'est pas l'envie qui nous manque. Moi, personnellement, j'aimerais visiter toutes ces villes-là, mais je n'ai pas plus d'informations. Par exemple, quand vous décidez de partir à Mans, par exemple, vous devez avoir les informations, toutes les informations qu'il faut. Où est-ce que je trouve ces informations-là? Le problème, il est là. Comment est-ce que vous avez fait, justement, quand vous décidez de partir à Séguéla? Où est-ce que vous trouvez les hôtels? Où est-ce que vous trouvez, je ne sais pas, la liste des sites qu'il faut visiter et tout ça? Si les gens sont attirés aujourd'hui par les États-Unis, la France, c'est que dès que vous tapez sur Google, vous avez toutes les informations. Sans être là-bas, déjà, vous avez déjà une idée de ce que vous allez voir. Le problème ici, je ne sais pas si vous avez pris des photos, vous avez posté sur la page Facebook. Je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire, en fait. Chaque fois que quelqu'un va à Mans ou à Séguéla, qu'on puisse avoir des images, que ça donne envie aux gens de partir. Est-ce que sur la page, on va dire,
du site touristique, par exemple? Oui, peut-être. Non, mais là même, vous avez aussi on a de bonnes nouvelles. Hein. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez aller aux États-Unis, vous tapez sur Internet, vous avez tout. Aujourd'hui, c'est pareil, sur Internet, vous avez tout. Le ministère, vous allez sur le site du ministère. Non, moi, je ne suis pas allé sur le Tourisme. ministère. Ce que j'ai fait, on a fait vraiment simplement. Aujourd'hui, il y a Facebook. C'est ça. Oui. Donc, d'abord, je suis allé sur... Nous sommes allés sur Google, mon épouse et moi, parce qu'on devait faire le voyage à deux. Donc, il a fallu choisir les villes. Et on a, pour tout ce qui est complexe hôtelier, on s'est donné pour principe de séjourner dans ce qu'il y a de meilleur dans chaque ville. Question de se dire que si c'est ça le meilleur, alors on ne peut pas imaginer plus. Et figurez-vous, on a fait toutes nos réservations sur Internet et à travers un site de vente en ligne aussi. Voilà, donc c'était comme si on s'y est pas rendu, mais on a fait toutes nos réservations en ligne et ça s'est vraiment bien passé. Et pour renchérir vos propos, je lui dirais qu'on n'a même pas besoin d'aller sur les sites. Vous allez à Djamena, déjà les jeunes qui vous accueillent, les bagages. Ça vous inspire. Ça vous inspire déjà même. Voilà. C'est vrai qu'on a fait quelques petites recherches, mais en général, quand on devait arriver dans une ville, je mettais sur Facebook que mes amis de telle ville, signalez-vous. Et puis, il y a quelques-uns que j'avais une box qui me disaient, bon, si tu viens ici, viens voir ci, viens voir ça. C'est vrai que ça marche. Voilà. Malheureusement, on ne pourra pas faire toutes les villes, mais il faut dire que vous êtes passé aussi à Cinéma Tiali. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? Wow, Cinéma Tiali, c'est un peu ce que Assini est pour la zone du sud ici. D'accord. Parce que vous avez le Bandamant qui passe. Il y a une rétention qui a été faite sur un long tronçon. Et là-bas, je ne sais pas si vous avez les images, mais c'est tout simplement formidable. Vous avez un complexe là-bas au niveau duquel vous pouvez faire du jet ski, aller en bateau, faire de la pirogue, aller, enfin, faire du jeu de fusil avec les chasses. Enfin, c'est tout simple. On peut pas... Moi, je ne m'imaginais pas, hein, en tout cas, qu'au nord, on pouvait avoir un genre d'Assini. Voilà. Et vous avez été bluffé par Korogo. Oui, Korogo, effectivement, parce qu'aujourd'hui, personnellement, je pense que Korogo, c'est devenu la deuxième plus grande ville du pays, parce que quand vous arrivez à Korogo, la première chose qui vous frappe, c'est les feux tricolores, il y en a tellement. J'espère qu'il y a autant de voitures. Non, il y a autant de motos. Est-ce que vous pensez que le tourisme est accessible à tout le monde, à toutes les bourses? Parce que je pense que, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles c'est pas vulgarisé, c'est parce que les complexes hôteliers, les complexes touristiques sont assez... Voilà. Et donc, c'est pas permis à tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut s'y mettre, selon vous? Oui, je pense que c'est accessible à tout le monde, chacun selon sa bourse. Hein. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque ville, vous avez des hôtels pour toutes les bourses. Vous avez des nuitées à 7 000, jusqu'à des nuitées à 35 000, 40 000. La nuitée la plus chère que nous avons payée, c'était 40 000, déjeuner y compris. Et c'était dans un hôtel de luxe de la place. Tout est une question d'organisation, parce que lorsqu'on part pour des destinations Europe ou États-Unis, on dépense déjà encore plus, on dépense beaucoup déjà dans le transport. Et voilà. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes les villes, malheureusement, comme je le disais. Mais il faut aller voir. Madame est là, vraiment, quoi. Il faut y aller. Alors, Madame Conan, vous allez bien? Ça va très bien. Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre couple depuis que vous avez effectué ces différents voyages? Merci pour la question. Il faut dire qu'après 12 années de mariage et plus de 19 ans de vie commune, imaginez donc 14 jours ensemble, tout le temps, yeux dans les yeux. Tout le temps en train d'échanger. C'est un peu comme il a dit, il y a entendu une nouvelle lune de miel. Il y a eu davantage de complicité. Moi, ça me fait penser à... Il y a eu beaucoup d'émotions qu'on a partagées ensemble. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Beaucoup d'émotions. Est-ce qu'à l'intérieur de ces émotions, on a des frayeurs aussi? Ben oui, il y a des frayeurs. Quand vous parcourez plus de 4 heures de route non bitumée entre Kani et Bondiali, à une certaine heure de la journée, et quand vous dépassez les barrages de Dozo et des gendarmes qui vous disent « Ah, il y a eu des coupeurs de route hier ça fait beaucoup peur. Ça fait peur, Ça fait peur. Et puis bon, on commence à prier, on se dit « Ah, on aurait dû faire une journée de prière ce matin. » Heureusement.
Vous nous êtes revenus vivants et c'est le plus important. Oui, Jessica. Vous avez visité Boundiali? Oui, juste la ville. Franchement, est-ce que vous pouvez me faire ce plaisir, me raconter un tout petit peu de Boundiali, s'il vous plaît? Voilà Boundiali derrière là-bas, c'est ça là. En général, quand on arrivait à Boundiali, on était déjà épuisé par le stress et la longueur de la voie. Et au point où on est arrivé quelque part, enfin, il y a une pancarte qui nous disait déjà qu'on était à Boundiali. Et bon, on n'y croyait pas parce que ça ressemblait un peu à un village. Donc j'ai demandé au gars, c'est quoi la direction pour aller à Boundiali? Il dit, si, vous êtes à Boundiali ici. J'ai dit, ah bon? On est déjà à Boundiali comme ça. Il dit, oui, vous êtes en plein dans Boundiali. Et donc finalement, quand nous avons évolué et que nous sommes arrivés en ville, vous voyez, les gens font des belles choses. C'est peut-être les moyens qui ne suivent pas, mais on a des belles petites villes à l'intérieur. Je vous présente la solution d'un jeune Ivoirien, Lionel Yao. Il est start-upper dans le domaine des finances, de la technologie, ou si vous voulez, de la technologie, des finances. Il a développé une solution qui est destinée aux personnes qui sont dans le secteur informel. Technologie qui est une plateforme, qui est une application qui permet d'avoir un compte bancaire sans banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un compte bancaire sans banque, c'est que vous avez sur l'application un système qui vous permettra de faire de l'envoi d'argent, d'envoyer de l'argent, de recevoir de l'argent, de faire des paiements pendant vos courses. Donc ça veut dire au supermarché, à la pharmacie, où vous voulez. Et ce qui est innovant, c'est que ce n'était pas vraiment utilisé dans les applications de paiement sans contact, c'est le code QR. Ça veut dire quoi? C'est que quand vous allez dans un commerce, donc on dit au supermarché, que vous voyez un produit qui vous intéresse, il vous suffit juste de passer le téléphone dessus et direct, le téléphone il scanne le produit grâce au QR code qui est sur le produit. Et après, on vous donne toutes les informations sur le produit, donc les composants et tout, et en plus de cela, le prix. Et vous validez, et dès que vous validez, vous venez de payer votre produit. C'est presque magique. Et c'est un Ivoirien qui l'a développé. C'est une solution qui est, on peut dire, assimilable au Move Money, Mobile Money qu'on connaît. Et c'est une solution qui est inclusive dans tous les autres, je veux dire quoi, systèmes de paiement sans contact que vous connaissez. Ça veut dire que je peux avoir le système dans Scratch et envoyer de l'argent, recevoir de l'argent de tous les autres systèmes de mobile money. Est-ce que c'est pas un peu dangereux à ce niveau-là? C'est pas dangereux parce que juste avec le QR code, vous avez la sécurité top, haut niveau. Parce que le QR code, c'est un code déjà unique qu'on ne peut pas reproduire. Et quand le téléphone ne peut pas scanner, on n'a pas de retrait d'argent sur son compte. Et donc, c'est là la sécurité, on va dire, je n'ai pas dit ultime, c'est l'une des sécurités qu'on ne peut pas craquer facilement ou qu'on ne peut pas, je veux dire quoi, recopier ou dupliquer. Et c'est ce qui est génial dans le truc, d'utiliser juste son téléphone mobile, quand on sait qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, presque tout le monde a un téléphone, mais qui l'utilise juste pour passer des appels, effectivement, juste pour passer des appels smartphone. Je te dis que, je vous dis, très cher Philo, même Internet a été, je dis, rentré en Afrique, je dis en Côte d'Ivoire même, grâce au smartphone, parce que aller dans les cybercafés, machin et tout, ordinateur, c'était trop compliqué. Donc juste avec un smartphone, des applications, machin et tout, Internet, tout le monde savait comment s'y prendre. Donc c'est une solution qui sera facilement, je veux dire quoi, vulgarisée en Côte d'Ivoire si tout est fait pour ça. C'est waouh, c'est waouh. Et bienvenue dans le club C'est Midi. Cette semaine, nous dressons le portrait de Cupidon à travers quelques réponses des micro-trottoirs. Les relations amoureuses vues par les hommes et par les femmes. C'est parti! Première question, qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans votre couple? Pour les hommes, une femme gentille, elle peut vous rendre heureux. Et les femmes? Une fois qu'il y a l'amour, il y a la paix, il y a la tolérance, il y a le partage, il y a la compréhensivité, je pense que je serai très heureuse dans mon couple. Bon, ça commence bien, ça commence même très bien. On continue. Pourriez-vous abandonner votre culture pour votre conjoint ou votre conjointe, messieurs? Bon, tout est possible. Donc, si la condition de pouvoir avoir le conjoint réside en l'abandon de la culture, je peux le faire. Bonne réponse. Et les femmes, elles en pensent quoi? C'est la culture qui fait l'homme. Je ne peux pas abandonner ma culture parce que j'épouse quelqu'un d'autre. Oh oh. Bon allez, question suivante. Êtes-vous capable de vous marier pour des papiers? Honneur aux dames cette fois-ci. Non, je ne pense pas que je serais capable de me marier pour avoir des papiers parce qu'après, ça devient une sorte de charge sur toi, ça te pèse. C'est bien. À vous, messieurs. Oui, je suis capable de me marier parce que
Si j'ai mes papiers maintenant, ça me permet de voyager encore plus facilement. C'est ce qu'on appelle une réponse directe, honnête et sereine. A-t-on déjà profité de votre naïveté? Il a tout donné, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et ce dernier était marié, il avait une femme et des enfants. Donc, franchement, quand j'ai appris, ça m'a tellement dépassé que, franchement, il a décidé de ne plus avoir confiance en un homme. Il y a eu confiance en elle, et puis après, elle s'est foutue de moi. Elle avait un homme, quand elle a vu que l'homme est revenu, elle a abusé de moi par rapport à mon argent. Tout. Quand elle a vu que l'homme est venu, elle s'est retirée de moi. Non. Elle voulait en profiter. Égalité! Tout le monde est déjà passé par la case goumin. Entendez par là le chagrin amoureux. Abordons à présent une question épineuse. Êtes-vous sûr de la fidélité de votre conjoint? Alors? Effectivement, je suis sûr de la fidélité de ma conjointe parce que je la connais. Et je pense qu'elle me dit la vérité. Oui, je suis sûre de sa fidélité, certaine, parce que pour moi, la fidélité, c'est d'abord la confiance. Ouf, plus de peur que de mal. Ma conjointe que je suis avec elle présentement, je ne suis pas sûr. Pardon? Je ne suis pas sûr que vraiment elle est fidèle, puisqu'elle me trompe. Ah, désolé, on est vraiment navré. Même si il n'est pas fidèle, on fait avec. Moi, je suis qu'il me trompe, c'est normal. Parce qu'Abidjan, il y a tellement de jolis gars que ton homme ne peut pas être fidèle, hein, même s'il t'aime. Ça roule. Moi, chez moi, il y a foi. Hein. Moi, je ne suis pas fidèle aussi. Donc, ça roule. L'essentiel, on s'aime, c'est tout. No comment. Sinon, les plus âgés, que vous inspirent toutes ces réponses? La génération qui arrive a besoin de modèles parce que j'ai l'impression qu'elle est perdue. Il y en a même, ils ne savent même plus porter un pantalon. J'avoue. Heureusement que certaines réponses du micro-trottoir nous transportent dans notre enfance, loin de tous les goumins que la vie peut nous infliger. C'est Amina Tole. En tout cas, franchement, j'ai jamais aimé. Je prends mes camarades, en tout cas, on va jouer juste à Amina là. Et on a presque envie d'y rester. Amina Tole, elle est si bas. Sinawa, Amina Tousé, Salina, Sinawa. J'ai été très heureuse avec tous les autres d'ailleurs à vous présenter cette émission. Merci en tout cas de rester sur RTI1, sur cette chaîne qui rassemble et qui vous ressemble de plus en plus et qui vous envoie très très loin et qui vous communique la joie, la bonne humeur et les vraies informations. Merci, on vous retrouve demain à 12h. Au revoir.